Il va armer la frappe. Touche magique, le Monégasque. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, le débrief de Lille-Monaco. C'était la 23e journée de Ligue 1 et avec un local, Quentin. Ouais. À défaut d'être un local du sud, Ouais. un local du nord. Un insider. Voilà. 2-1, donc défaite monégasque, un doublé lillois signé Haraldsson et une réduction de l'écart signé Minamino. Voilà, un débrief aujourd'hui en noir et blanc, voilà, pour exprimer notre tristesse. Peut-être que nous retrouverons des couleurs quand Monaco retrouvera des couleurs elle aussi, peut-être, qui sait. Il reste encore 11 finales. En plus, on joue en noir et blanc. Hein. Ça va dans le sens. Donc voilà, une nouvelle défaite, c'est quand même la 7e de la saison en championnat uniquement, hein, ça commence à faire beaucoup. Si on regarde un peu nos concurrents, eux ils en sont à 4 ou 5 défaites. Je parle pas du PSG bien sûr, hein, parce que le PSG c'est pas un concurrent pour nous, mais Marseille qui a perdu pour la 5e fois, mais sinon Lille c'est 4 défaites, Nice c'est 4 défaites, donc voilà, c'est des équipes qui perdent beaucoup moins que nous. Donc voilà, c'est vrai que mine de rien, c'est un classement qui est aussi, somme toute, logique, on va dire, puisque Monaco est actuellement 5e. On va commencer du coup avec le j'aime pas de ce match, parce que je pense pas que le j'aime, on en est. En tout cas, moi j'en ai pas. Non, mais j'ai essayé, hein, franchement j'ai fait l'effort, mais j'en ai pas trop non plus. Et du coup j'enchaîne sur le j'aime pas. Bah voilà, tu fais ton j'aime pas. Du coup. Le j'aime pas, c'est que je trouve vraiment, alors sans être vulgaire, mais je trouve qu'on est vraiment arrivé à la queue entre les jambes à Lille. Et voilà, on n'est pas venu ici en tout cas pour faire un résultat, et certainement pas pour gagner. Et moi je vois pas des joueurs concernés. Ce que j'ai pas aimé, c'est l'implication des joueurs, l'implication je sais pas, un retour de défaite de Ligue des Champions, d'élimination, là où tu dois te dire, tu lances des grands discours, 12 finales à jouer, machin, on finit sur le podium, on sait ce qu'on a à faire, on y sera, machin. Mais en fait, t'arrives devant un concurrent direct, je suis désolé, tu dois te remobiliser tout de suite, tu dois peut-être même, je sais pas, marquer le premier but par exemple, montrer un peu que t'en veux, et pas courir après le score. Et en fait, non, tu te fais facilement, on va dire, punir. Et puis en plus, pour couronner le tout, tu t'en prends un deuxième sur une énième erreur défensive qui est complètement, qui est inadmissible, vraiment. Enfin, j'ai plus les mots pour tellement on a d'erreurs défensives aujourd'hui. En fait, chaque erreur défensive qui s'ajoute à tout ça, et ça devient vraiment inadmissible, quoi. Surtout que c'est pas non plus, on pourrait dire les défenses sont exposées, la relance un peu, voilà. Là, je suis désolé, mais on se l'est créé, mais tout seul. Vraiment, il y a pas eu de pressing hyper impressionnant. Enfin, je veux dire, à quel moment tu repiques dans l'axe comme ça, enfin, juste devant ton but. Enfin, bref, franchement, c'était inadmissible. Et puis, évidemment, tu masques ça par je reviens au score, je remets un but, mais au bout d'un moment, ça aurait dû faire un partout. Ça aurait dû faire même peut-être avec l'occasion de Ben Seguir plus que ça. Et la deuxième mi-temps, il n'y a rien à garder au final niveau offensif. Enfin, je suis désolé, mais on n'est pas venu là pour gagner. Et voilà, c'est ça qui m'embête le plus ce soir et puis qui me fait peur un peu pour le reste de la saison. Ouais. Moi j'aime pas, c'est les déclarations du Ter, de Ben Seguir, enfin tous sont un petit peu raccords, hein, mais voilà, on s'inquiète pas, voilà, l'équipe joue mieux, enfin c'est les déclarations où on se voile on la n'a pas eu de face. chance. Ouais, on dirait du Philippe Clément dans le texte et ça commence à m'agacer en réalité. Voilà, j'ai envie de dire, c'est ce qui porte un peu ça serait temps de porter un peu ses couilles, quoi. À un moment donné, enfin, je sais pas, moi, je retrouve pas le Hutter de la première année où quand il y avait quelque chose qui allait pas, il n'hésitait pas à le dire, même quand il s'agissait de le faire devant les caméras ou en conférence de presse. Il n'hésitait pas à dire ça va pas, ça je suis pas content, ceci, cela. Enfin, là, je trouve que le discours a vraiment perdu de sa force et à force de nous répéter que non, on joue mieux, etc., je trouve pas qu'on joue beaucoup mieux, non, en réalité. Alors oui, on a une certaine constance en réalité. Alors j'ai vu passer la stat des expected goals offensifs et défensifs. Alors sur ceux offensifs, globalement, c'est vrai, il y a une certaine stabilité, une continuité depuis le début de la saison. Donc c'est vrai que
Ça, à ce niveau-là, ça va, mais alors défensivement, par contre, ça a explosé, donc je peux pas comprendre qu'on puisse dire on joue mieux qu'avant. Bah, en fait, si tu défends moins bien qu'avant, je peux pas dire que tu joues mieux qu'avant, en réalité. Mm. Donc voilà, ce discours un peu lénifiant me fatigue un petit peu. On a l'impression qu'il n'y a pas il y a plus une grande remise en question. On a l'impression qu'il est plus sur presque sur la défensive, de la défense de son bilan, un peu à la façon de... dans les derniers jours de Kovac, pareil, il défendait un petit peu son bilan, comme s'il sentait que le vent était en train de tourner. Alors je sais pas si c'est le cas pour Rutter, j'ai l'impression que Thiago Scuro est pas en train de le... Je pense pas que Thiago Scuro soit en train de le lâcher, mais voilà, je pense que j'ai l'impression qu'il est un peu en train d'essayer de plus sauver son bilan que de se remettre en question, et je pense que c'est, à mon avis, une démarche qui dit beaucoup de choses et qui n'est pas forcément très positive pour la suite, que ce soit pour le club ou que ce soit pour lui, quoi. J'ai l'impression que quand on est dans cette posture-là, à mon avis, c'est qu'on se sent un petit peu menacé, on se sent un petit peu en danger, et qu'on doit montrer à tout prix que c'est pas aussi mauvais qu'on veut le dire. La réalité du bilan, c'est qu'il est clairement pas bon aujourd'hui, avec une nouvelle défaite face à une équipe du top 5. On a pris 1 point sur 18 possibles face aux équipes du top 5 aujourd'hui. Donc on a pris 1 point contre Lille au match aller. Alors on aurait dû gagner ce match, mais voilà, on est quand même... c'est quand même catastrophique, hein, en ce moment. Et si je peux rebondir là, juste aussi, ça fait suite pas mal aussi à ce qu'il disait à la fin du match de Benfica, genre où bah ouais, on n'a pas eu de chance, machin. Enfin, ces discours-là, effectivement, je suis assez fatigué de l'entendre. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que les joueurs ont pas l'air d'avoir un discours différent, quoi. C'est vraiment ah bah ouais, c'est le football. Enfin, moi je trouve ça lunaire en fait qu'on se remette pas en question, même côté joueur, que en défense en plus on n'ait jamais la même défense d'aligné. À chaque fois, il n'y a aucun joueur qui est là pour attraper l'autre, quoi. Donc, en fait, si même ces joueurs-là qui suivent l'entraîneur, du coup, il n'y a pas de raison qu'ils lâchent l'entraîneur. Là, pour le coup, c'est des fois, on pourrait dire, on va changer le coach pour ça, parce qu'il n'y a plus rien qui suit, machin. Là, ils ont tous l'air d'être en symbiose dans la défaite, dans la fatalité, dans on joue bien, ça va aller, et tout ça. Donc, bon, moi, ça m'embête encore plus, effectivement, comme tu dis, pour la fin de la saison, parce que c'est pas parce qu'on met des 7-1 à Nantes que bah, tout va bien, quoi. Ouais, non, bah, c'était un peu... Enfin, puis le 7-1 à Nantes, on l'a débriefé ce match, ou je me souviens pas? Non, on l'a pas... Non. On pourra reparler de ce match, hein, parce que la première période, à 10 contre 11, je sais pas si c'est Nantes qui était en infériorité numérique au Monaco, hein, parce qu'ils ont eu besoin de 2 joueurs pour nous faire mal défensivement, avec Ablin et Simon. Enfin, ils nous ont mis le feu, c'est sur 45 minutes, c'est catastrophique. Mais après, même Auxerre, on était à 11 contre 11, mais je veux dire, on a eu de la chance, en fait, de revenir, à un moment donné, de se réveiller, de Biarritz, tout ça. Mais je veux dire, la première mi-temps, elle est complètement achetée aussi, quoi. Donc, il y a des moments où... J'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas Monaco, qu'on n'est pas l'équipe qui est censée dominer son championnat, ou à minima les 15 autres équipes, en tout cas en dessous de nous. Non, là, en fait, bah ouais. En tout cas, bon, la défense, c'est vrai que je me suis posé la question, parce que Singo Mawissa, on l'avait pas... ça a donné l'impression d'être un peu inédit, mais on l'a déjà vu, notamment contre Lens. En début de saison, Singo Mawissa, ça avait été la charnière à ce moment-là. Bon, après, la défense, là, pour le coup, elle était beaucoup plus chamboulée, puisqu'on avait eu Thésée et Ouattara aussi dans le... Ouais, mais c'était la crise, ouais. Mais là, bon, on avait Diatta aussi, arrière-gauche. Hein, c'est pareil, c'est pas... Alors, on va pas critiquer Diatta, parce qu'il fait pas un mauvais match, et ce serait injuste de le faire, d'ailleurs, de le critiquer, mais c'est plus bon, la question du choix aujourd'hui, de se dire que Diatta, c'est notre solution en tant qu'arrière gauche. C'est quand même ça reste quand même un mauvais signal envoyé aussi, hein, je trouve, hein. Alors qu'on peut critiquer Caio, Ouattara, etc., mais c'est quand même terrible de dire qu'on a quand même 2 arrière-gauche qui sont valides. Je veux dire, si on avait des blessés, que tu mettes là Diatta pour dépanner, c'est une chose, mais là, quand tu le mets alors que tes 2 autres arrière-gauche sont valides, c'est que c'est un vrai choix, et ça pose quand même un peu problème, quoi. Non, en plus, si on l'a vu tester toutes les formules au niveau arrière-gauche, c'est sûr, et puis même Mawissa, d'ailleurs, qui a visiblement pas... Enfin, je sais pas si dans ce cas-là, il le met central par défaut en disant « je vais reposer Kerrer », et donc du coup j'ai personne à gauche, ou alors est-ce que Mawissa reviendra dans son poste d'arrière gauche après, à voir. Mais moi ce que je demande en tout cas dans les prochains matchs, c'est qu'on ait de
on est juste la stabilité, quoi. Genre une charnière posée qui bouge plus. Et des latéraux, Vanderson, il est bien là où il est, c'est parfait. De toute façon, Vanderson, il n'a pas de concurrence, encore Ouais, une fois. il a Ou pas de alors, concurrence. encore une fois, c'est Diatta, parce que Thésée est blessé. Ouais. Et là, c'est à nouveau Diatta qui est brinque-ballé des deux côtés. Hein. C'est ça. Mais bon, après, t'as pas de raison non plus de rebencher Diatta. Il a fait, on va dire, le service, donc je sais pas. Faut gérer un peu ça, mais juste au moins de la stabilité, 3 défenseurs sur 4 qui soient toujours les mêmes, qu'on ait un peu de satisfaction dans cette fin de saison défensivement et surtout qu'on gagne des matchs sans en prendre, parce que bon, voilà quoi. Ouais. C'est la base. Ouais, puis après que Kerrer soit aussi mis sur la touche parce que il sort d'un match très compliqué contre Benfica, ça peut être logique, même si c'était pas le seul, mais c'est surtout qu'il a énormément enchaîné Oui, c'est ça, cette voilà. saison, donc c'est vrai que. Voilà. Ouais, mais tu le reposes contre Lille, quoi. Genre, Oui. tu vois, genre. Ouais, mais après, on peut Nantes, noter quand même aussi le déclassement de Salissou, c'est une réalité, parce que il a enchaîné aussi les performances catastrophiques, donc c'est pas illogique, il n'y a rien d'illogique à ça non plus. Mais voilà, là, clairement, ça fait un moment qu'il joue plus non plus. Donc voilà, puis alors, moi personnellement, je serais d'avis de repasser à 3 derrière, mais bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi il le fait pas, alors que c'était son système en plus de prédilection l'an dernier. On nous l'avait en plus, quand il est arrivé, on nous avait vendu vraiment comme quelqu'un qui aimait jouer en 3-4-2-1. Pourquoi cette année, pourquoi à ce moment de la saison, tu continues comme ça avec ce 4-2-3-1 il y a eu quelques petits changements pendant le match, on en reparlera. Il y a eu à Benfica, c'était pas non plus exactement ce système-là, mais je trouve que voilà, on persévère dans un système qui a fonctionné en début de saison, mais qui ne fonctionne absolument plus aujourd'hui, que par intermittence. Et je sais pas pourquoi on repasse pas à 3 derrière, système qui me semble a priori plus adapté aussi à nos joueurs. Hein. Ça dépend de l'adversité peut-être aussi, mais c'est vrai que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Au final, qu'est-ce que ça va changer de rajouter un central dans le 11, sachant que des fois on aime bien avoir des offensifs pour aller débloquer les situations. On a des problèmes en défense. Je veux dire, à un moment donné, il faut peut-être essayer de trouver des solutions pour le régler. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre progression, parce que on pourra toujours dire oui, Monaco fait trop d'erreurs, enfin Monaco perd à cause d'erreurs individuelles, mais des erreurs individuelles, quand il y en a à chaque match, c'est qu'il y a peut-être aussi un problème qui se pose d'un point de vue plus global, plus structurel. Moi je veux bien dire c'est pas que Hutter, et je suis d'accord, hein, c'est vrai que personne n'oblige Singo à faire cette passe de merde à la 42e ou à faire son contrôle pourri contre Benfica foireux qui amène le premier but aussi, mais à un moment donné, quand t'as des joueurs qui sont pas capables de se débarrasser de ces erreurs-là, peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions, d'autres manières de jouer, ou en tout cas d'autres principes pour les empêcher. J'ai pas l'impression qu'il y ait une remise en question à ce niveau-là, qu'il y ait un travail vraiment qui est fait de ce côté-là. Donc voilà, on va continuer à faire les mêmes erreurs encore et encore jusqu'à la fin de la saison, puisque visiblement rien n'est parti pour changer, quoi. Non, c'est clair. Moi, je suis que d'accord avec ça. Donc voilà, on a évidemment un peu parlé de la composition. On retrouvait un milieu de terrain classique avec Camara, Zakaria, 3 offensifs, Minamino, Ben Seguir à Kliouche et Mika Biret en pointe. Alors là pareil aussi, hein, c'était un peu le débat contre Benfica, pourquoi n'avait-il pas débuté le match alors qu'il sortait d'un triplé. Je pense que ses entrées en jeu n'avaient pas été aussi très très bonnes, donc vous pouvez peut-être comprendre aussi, et ça pouvait expliquer une partie du problème. En tout cas, là, il était titulaire, on espérait évidemment le voir briller, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être une deuxième chance contre Reims. Ouais. Contre un club, un mal classé, visiblement, c'est quand même globalement ce qui lui réussit le mieux. Voilà, en tout cas, on parlait de cette composition 4-2-3-1, mais au final, en début de match, on a vu, mine de rien, presque une défense à 3, avec un Zakaria qui jouait en réalité assez bas, et toi tu l'avais bien vu du stade, justement. Ouais. Non, en fait, je comprenais pas au début. Justement, j'étais intéressé de savoir comment il allait animer ça, parce que pour moi, c'était classique, c'était logique, et en fait, je comprenais pas pourquoi il y avait 3 personnes à la relance, justement. Et effectivement, Zakaria qui redescendait beaucoup bas, en fait, pour aider à faire le lien, en fait, déjà entre les deux centraux et après avec le milieu.
parce qu'effectivement, on avait une équipe de Lille qui était quand même assez conquérante. Hein. Elle venait quand même presser, elle venait quand même faire le travail, en tout cas, de coupe, enfin voilà, de couper les lignes de passe, etc. Donc voilà, c'était pas du luxe d'avoir Zakaria là. Après, on l'a vu, beaucoup plus souvent, il est remonté et il restait quand même dans sa position de milieu de terrain. Mais c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir ça. Et c'est bon, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'être à 3 centraux, ça évite aussi ce genre de choses où voilà, tu te déresponsabilises. Là, on a tendance à dire qu'on déresponsabilise les joueurs, mais en final, bon, si on a beaucoup de joueurs aussi pour faire des passes, pour pas perdre le ballon bêtement, bon, pour se rattraper, en tout cas, s'il y en a un qui fait une bourde, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui s'est passé à ce niveau-là, hein, mais voilà, on avait quand même un Zach qui était plus bas et puis qui menait des ballons qui distillait des ballons plus efficacement, je pense, au début. Mais après, ça s'est vite évanoui. Et puis voilà. Ouais, en plus, tu vois, c'est quand il va aussi un petit peu chasser plus haut que c'est là qu'on se fait surprendre sur le premier but, en réalité. Et alors là, la course pour accompagner Haraldsson, quand même, j'ai un peu de mal. Hein, ça. Voilà. Ouais. En fait, à un moment, quand j'ai posé la question, genre oui, enfin, je comprenais pas pourquoi on le laissait courir et aller tirer, etc. Alors c'est vrai que c'était très très orienté sur la passe sur son latéral. Enfin, en vrai, on va dire que 80% du temps, un joueur va faire la passe, quoi, il va pas décocher une frappe. Après, elle est très très bien placée, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que Zakaria doit aller vers lui, doit lui forcer à faire la passe, en tout cas au moins à lâcher le ballon, parce que il est quand même pas en retard en fait. Hein, je trouve il est bien, c'est juste qu'il n'ose pas y aller, quoi. Il le gêne même pas, quoi. Et voilà, c'est ça. Et Vanderson sait pas trop quoi faire non plus. Il anticipe la passe et puis il a raison en fait. Enfin, pour moi, c'est ça qu'il devait faire. Il y a l'appel de Gudmundsson voilà, c'est ça, à sa droite qui le perturbe, donc forcément. Ouais. Mais oui, je suis d'accord sur cette situation-là. Zakaria doit beaucoup plus le gêner. Après, voilà, Haraldsson met une très belle frappe et elle est impossible à aller prendre pour aller chercher pour Majewski, malheureusement. Mais je suis d'accord, c'est lui qui doit compenser. En fait, il doit revenir comme ça parce qu'en général, Zakaria est à gauche dans le milieu et c'est Camara à droite. Et là, Camara, il était à perpète. Là, il était tout à gauche. Il se fait éliminer par André au départ de l'action. Voilà, c'est ça. En fait, le nombre de fois où il s'est fait éliminer comme ça et que, en plus, il marche après. Enfin, il cherche même pas à repartir. Oui, il fait un truc comme ça. Il lève les bras en mode putain. Enfin, limite, les gars, suivez un peu, quoi. Tu vois, en mode c'est pas de sa faute. Franchement, il a fait ça tout le match. C'était insupportable. Et le nombre de fois où il avait ça, que ce soit à droite ou à gauche, d'ailleurs, on le voyait un peu partout. Après, quand il perdait une balle et tout ça, donc c'est vraiment, c'était catastrophique à ce niveau-là. Et ouais, le but qu'on prend est limite logique parce que qu'est-ce qu'on peut y faire, quoi. On est au bout d'un moment, il faut défendre quand un joueur nous attaque la surface, quoi. Donc voilà, tant pis. Pourtant, on s'en est pris d'autres, hein, des frappes avant. Ou Majewski était là, mais bon, après, nous, on n'a pas été très tranchant non plus. Il y a eu quoi? Il y a eu qu'une action de Biarrette, là, un lob qu'il a failli remettre. Ouais. Mais après, c'était pauvre, quoi. Ouais, c'est. Il y a quand même juste après, quelques minutes après, il y a quand même une énorme occasion pour Monaco. Ouais. Un énorme raté de Ben Seguir. Alors, autant Biarrette, c'est un geste un peu compliqué qui tente. À ce moment-là, on ne sait pas exactement d'ailleurs ce qu'il veut tenter sur cette tentative de lob, où est-ce qu'il s'amène le ballon, c'est un peu extérieur, il tape un peu du tibia aussi, donc voilà, c'est un geste, on va dire, globalement un petit peu raté, et du coup qui fait qu'on en comprend peut-être un petit peu mal la finalité. Mais là, par contre, celui de Ben Seguir, je crois qu'on est à la 31e minute, là on a un vrai raté de sa part, quoi. Non, ouais, la balle, elle se retrouve vraiment. Alors, je pense qu'il est un peu décalé, c'est pour ça qu'il tente un extérieur. Je n'ai pas trop compris. Il est gaucher, non? C'est ça? Enfin, je sais pas. Mais ouais, donc il tente un extérieur, alors qu'en vrai, il pourrait se décaler pour pouvoir mieux la frapper. C'est vrai qu'après, Chevalier est bien placé, entre guillemets, pour contrer la balle si elle part tout droit, mais il y avait quand même de l'espace pour la mettre, quoi. Donc, ouais, c'est pas le genre de balle qu'on s'attend à avoir, à manquer, mais c'est Ben Seguir, quoi. C'est pas non plus un finisseur c'est pas un finisseur. Et puis, alors c'est vrai que en direct sur beIN Sport, il disait voilà, peut-être aussi l'influence de Chevalier, en fait, qui oblige peut-être Ben Seguir à tenter l'extérieur pour essayer de lui mettre le ballon hors de portée,
parce que voilà, il sait qu'il y a un bon gardien en face et que ça joue dans sa tête aussi. À ce moment-là, au moment de tenter ce geste. Voilà. En tout cas, le geste est raté, le ballon n'est pas cadré. Et ça, c'est une vraie grosse occasion de but qui est ratée. Et Lille va en profiter pour faire le break peu de temps après. Et alors là, c'est encore une fois profiter de nos errements défensifs. Tout. Incarné cette fois, une nouvelle fois après Benfica par Singo. Ouais, franchement, je pense qu'il faudrait faire un top 10 cette saison des erreurs menant à un but. Enfin, franchement, ce serait absolument incroyable avec une musique de clown derrière. La musique de Benil. La musique de Benil, ouais. Là, franchement, ce serait vraiment absolument incroyable. Et celui-là, il serait pas top 3. Hein. Je pense qu'il serait. il est top 3, mais pas 3ème, on va dire. Ouais. Mais non, par contre, donc comme je l'ai dit, on essaie de sortir la balle. Bon, pourquoi pas, on est un peu sur le côté. Bon, en général, on balance des trucs un peu plus, non conventionnels, quoi, pour aller s'en sortir. Ou alors on la met en touche, je sais pas, mais bon, voilà, il y a des moments où on se dit, bon, ça va, on peut pas sortir la balle, on est bloqué, tant pis, on tente quelque chose. Bon, là, je sais pas pourquoi, Singo, s'est décidé de remettre une passe à Zach. Alors, après, lui, il était là pour ça aussi, hein. Il était bien reculé exprès pour aller choper une balle au cas où, pour faire le lien. J'ai l'impression qu'il était là, mais il avait pas trop envie d'être là non plus. Et pas trop envie de toucher la balle. Après, je sais même plus comment il se retrouve à plonger pour empêcher qu'elle sorte en corner. Mais le fait est, c'est qu'il se retrouve dans cette situation. Et qu'en fait, il fait juste la passe à Haraldsson, quoi. Donc au bout d'un moment, c'était lunaire. Vraiment, en plus, ça s'est passé juste devant le cop monégasque là. C'était vraiment lunaire. Genre tout le monde a pété un câble juste au moment où il empêche cette balle de sortir. Enfin, on s'est tous dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, vraiment. Enfin bref, voilà. Et donc Haraldsson qui envoie une frappe en plus qui est facilement arrêtable, mais à bout portant, Majewski ne peut que la remettre dessus. Il y a un premier arrêt de Majewski sur la première frappe. Là, ça m'a rappelé, cette frappe comme ça m'a rappelé un arrêt de Fabien Barthez à l'époque de Monaco, mais sauf que Barthez se fait arrêt sur la deuxième frappe aussi. Ah ouais. C'est pas exactement la même, hein, mais cette façon de repousser comme ça le ballon, mais ensuite de se relever rapidement sur les appuis et ressortir la deuxième. Là, je sais pas s'il s'est relevé rapidement du coup. Mais ouais, non, elle était trop facile en fait à mettre. Et puis, là, c'est là, tu te dis, mais c'est au moment, fin de la mi-temps, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Vraiment, je vois pas comment ils peuvent ne pas s'en foutre, quoi. C'est pas possible. Surtout, on se dit 2-0, là, ça commence vraiment à puer parce qu'on sait que Lille, c'est une équipe qui défend bien, qui prend pas beaucoup de buts non plus. Et sachant qu'on a, même si on a eu une bonne situation juste avant, on a l'impression quand même que ça va être très compliqué de pouvoir revenir. Ça fait une paire d'années qu'on n'a pas gagné à Lille en plus, je pense. J'avoue que j'ai pas les stats en tête, mais ça doit être Tchouaméni, là, le doublé de Tchouaméni à l'époque là. Peut-être, parce qu'en dernier on a perdu il y a 2 ans avec le maillot dégueulasse là, dans le de monsieur, on avait perdu aussi. On avait perdu un gros score, genre 4-3. Donc oui, c'est pas un stade qui nous jamais facile d'aller à Lille de toute façon. Yes. Mais oui, non, c'est clairement une mauvaise période surtout pour Monaco de toute façon en ce moment. Il y a quand même eu la réduction de l'écart, le but de l'espoir signé Minamino. Et là, on peut saluer justement, on parlait de Crépin Diatta tout à l'heure, on peut saluer la belle différence faite par Diatta sur le côté gauche, qui envoie le centre avec la remise de la tête d'Akliouche, dont on n'a absolument pas parlé, mais on va en reparler après parce qu'en on l'a pas vu de la première période, hormis sur cette situation-là. C'était une remise ou un tir? Parce que en vrai... Non, je pense pour moi c'est une remise. Une remise. Ensuite, il y a la petite talonnade de Biret. Qui met à Minamino derrière lui et Minamino qui marque à bout portant, donc une petite action bien sentie, collective, un mouvement sympathique et surtout le but de l'espoir qui permet de nous faire espérer revenir au score puisqu'on est dans le temps additionnel, donc on a encore 45 minutes derrière pour essayer d'égaliser et faire en sorte que le prono de Boris ne se concrétise pas, sinon les impôts. Voilà.
Boris avait pronostiqué la défaite. Vous avez dit, vous êtes des oufs de penser qu'on perd pas à Lille. Donc on avait épinglé le message dans notre conversation. Voilà. Mais évidemment, Boris est venu réclamer les dividendes à la fin du match. Donc voilà, on sait évidemment ce qui va se passer sur les 45 minutes suivantes. Pas grand chose en réalité. Lille campait dans sa moitié de terrain. Monaco qui monopolise le ballon. Monaco qui essaie de s'approcher mais qui n'a pas beaucoup de réelles situations, si ce n'est un peu en fin de match, qui en plus aurait été annulé parce qu'il est Nikena hors jeu dans tous les cas. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire de cette deuxième période non plus, je trouve, tellement. Il y en a qui diront que. Enfin, je sais qu'il y en a qui peuvent dire que la deuxième période n'est pas mauvaise. Pour moi, j'y vois surtout une équipe lilloise qui accepte de laisser le ballon et on aurait pu jouer 107 ans comme ça sans marquer un but, quoi. Ouais. C'est l'impression que j'ai. J'ai quand même eu l'impression qu'on montait on montait un peu comme on dit là, j'ai déjà oublié. En régime, merci. En régime, parce que bon, on est quand même les 15 premières minutes, tu l'as dit, complètement. Enfin, il se passe absolument rien. Des deux côtés d'ailleurs. On sent que Lille n'a plus envie de jouer non plus. Il doit frapper une seule fois, ou deux peut-être, durant toute la mi-temps. Donc, ouais, il se passe rien. Et du coup, nous, on n'en profite pas en fait. On prend pas justement cette faiblesse, on va dire, de Lilloise de pouvoir reculer à comptant, et on se dit pas tiens, on va aller dans leur camp, on va installer je sais pas, une attaque défense, j'en sais rien, mais au bout d'un moment il faut montrer que on est là pour marquer ce but et pas pour finir cette partie à 2-1. En fait on le fait beaucoup trop tard quand. Et à un moment donné effectivement on se retrouve vraiment comme ça, notamment ça coïncide pas mal avec l'entrée d'Al Mousrati là vers les 15 dernières minutes où on a Al Mousrati un peu quarterback là, qui va distiller des passes à gauche, à droite, au milieu. Et on arrive à quand même se procurer des occasions. Il y a vraiment des débordements, des centres, des bons mouvements, mais en fait, il y a tellement de densité défensive. Les ballons n'arrivent pas dans les pieds des attaquants. Ou en tout cas, quand ça arrive, Mbolo, qu'est-ce qu'il sait faire à part essayer de le conserver ou s'effondrer dans la surface pour rien. D'ailleurs, Nikena a essayé aussi une ou deux fois. Mais ouais, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Et dès qu'il n'y a pas d'espace, on sent qu'on est tout simplement pas au niveau, quoi. On peut pas aller mettre ce but avec une défense qui est largement meilleure que la nôtre, hein, je trouve. Et puis en plus, du coup derrière, des frappes qui sont même pas soit pas cadrées, soit pas dangereuses. Et je sens qu'on a même pas, en plus, on a même pas de tireur vraiment de tireur de loin, quoi. Il y a même pas un mec qui a testé à un moment. S'il y a eu une frappe un peu contrée à un moment, je me souviens, mais toute molle. Et même le reste, toutes les frappes après, n'étaient pas dangereuses. Enfin, ouais, on a vraiment senti que ça pouvait pas mener jusqu'à un but, effectivement. Alors peut-être qu'à la fin, on aurait réussi à faire quelque chose, mais j'y croyais pas non plus. Et puis de toute façon, ouais, tu l'as dit, les XG, c'est bien, mais ouais, c'est clair, quand tu frappes au but, t'as des XG, mais bon, au bout d'un moment, si c'est pas dangereux, et quand t'as un gardien en plus qui est relativement bon, qui est jamais trop mis en danger, dès qu'il aura une frappe, on sait que il faut encore qu'elle rentre, quoi, si elle est cadrée. Donc ouais, c'était compliqué jusqu'à la fin, et au final, on n'a pas réussi du tout à remettre remettre assez d'occasions, remettre assez d'ingrédients pour avoir cette occasion qui aurait pu faire revenir. Et voilà, on s'incline. J'ai une stat effrayante. Vas-y. C'est pas que nous, hein. J'en ai pas mal, hein. Mais Lille, par exemple, on parle quand même de Lille, voilà, qui est un concurrent pour le podium, etc. Après sa victoire à Rennes la semaine dernière, Lille a remporté 2 rencontres de Ligue 1 consécutives pour la première fois depuis septembre-octobre dernier. Les Dogs ne sont pas encore parvenus à faire la passe de 3 cette saison dans l'élite. C'est-à-dire quand même que on dit, voilà, on perd contre une équipe plus ou moins de même niveau que nous, une équipe qui a fait top 8 en Ligue des Champions, et franchement, bravo à eux avec les perfs qu'ils ont sortis face au Real, Atlético et tout. Mais c'est une équipe qui n'a pas gagné 3 fois d'affilée en Ligue 1, et qui n'a gagné qui enchaîne une deuxième victoire pour la première fois seulement depuis 5 mois. Et ils ont enchaîné pas mal de nuls, ouais. Tu sais, au moment où ils étaient invaincus, ils nous disaient tous, ah ouais, 15 matchs invaincus, 16 matchs invaincus, 18 matchs et tout. Ouais, je sais. Ouais, mais justement, à chaque fois, c'était, ils se sauvaient dans des nuls un peu bizarres. Je me souviens à Montpellier, Nantes, Auxerre et tout ça, là, ils font des nuls, en fait. T'es là, super. Ouais. Du coup, ils sont forts. Hein. Super, c'est bien de faire un nul contre la Juve, mais au final,
Voilà. Puis on était tous à dire qu'ils avaient de la chance à chaque fois parce qu'ils avaient un CSC ou un penalty un peu donné à Mais chaque ouais, fois. après, voilà, c'est aussi la force de cette équipe de savoir ne pas perdre. Voilà. Non, mais c'est. Nous, au contrario, on est à 7 défaites cette saison en 23 matchs. C'est déjà autant que la saison dernière. Je pense qu'on ne restera pas à 7 défaites. De toute façon, on a passé la mi-saison quasiment à la même somme de points, je crois. Ouais, donc, alors avant le match, Hutter disait qu'on avait 2 points de plus que la saison dernière à la même époque. je pense pas. Je sais pas quel était le résultat de la 23e journée l'an dernier. Je t'avoue, je peux chercher ça, mais bon. Ça doit être aux alentours de Nice, là, pas loin. Ouais, je sais pas exactement quelle journée c'était, mais enfin bon, du coup. Et on était quand même à une mauvaise passe. C'était à le même moment de la saison, je pense. On était vraiment en mode. On n'arrivait pas à enchaîner, on prenait une 23 février, je crois qu'on. C'est pas le match, c'est pas le match contre Lens, premier match de Majewski contre Lens, qui prend la place de Keun. Je sais pas si c'est un truc comme ça. Donc bon, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà, clairement, je pense qu'on va pas. À mon avis, on va pas rester à 7 défaites, sauf si on arrive à enchaîner une série incroyable. Non, puis le calendrier ne le permet pas, quoi. Enfin, là, on est à un calendrier quand même relativement OK, hein, Reims, Toulouse, Angers. Mais c'est vrai qu'après, on va vite affronter Nice, Monaco. Alors, je vais compter Brest aussi. Il y aura Marseille aussi. J'ai dit Monaco, j'ai dit Marseille, je voulais dire Marseille, oui. Oui, et après, sur la fin, il y aura Lyon aussi. Donc, ça, on sait, hein, le fameux match à Lyon de la fin de saison. Bon, cette fois, ce sera pas à Lyon, mais on sait très bien ce que ça peut donner. Ouais, alors 25, c'est ça, 25 février. C'est effectivement le Lens Monaco, donc le premier match de Majewski qu'on gagne 3-2 et effectivement derrière il y a une petite série d'invincibilité, quoi. Donc, voilà, en fait c'est ça, c'était Nice la veille, enfin le match d'avant, et c'est là où on se sort un peu. Zakaria, il sort la grosse frappe et tout ça. C'est là où on se dit c'est bon, ça lance une dynamique. Oui, et en fait non. Il serait temps de lancer une dynamique. Là. Après, il y a la défaite contre Toulouse qui fait que Keun perd sa place. Voilà, c'est ça. Et ensuite, la dynamique se lance avec Lens. Ouais. Avec Lens. Donc, se lance avec Lens. Ouais, c'est beau. Yes. Poète. Donc, donc là, on est plus ou moins. Donc là, on pouvait jusqu'à présent, on va dire, se vanter. J'ai tenté d'avoir fait un aussi bon parcours jusque-là, mais je pense que vu la fin de saison qu'on a fait l'an dernier, à mon avis, on sera plus loin. On sera pas au même niveau, je pense. Je crois pas qu'on perde un match sur les 11 qui restent. Après, ils peuvent nous faire mentir, mais j'y crois pas du tout. Ouais, puis moi j'entendais des gens parler de ouais, mais maintenant on joue plus tous les 3 jours, ça va être un match par semaine, ça va aller, on va se focus sur ça, mais enfin c'est toujours les mêmes discours, de toute façon tous les ans on nous dit ça, et tous les ans on se prend quand même des défaites de merde au bout d'un moment. Voilà, ça reste un match quand même, je suis d'accord, ok, on aura plus de temps pour se reposer, tout ce que tu veux, mais les équipes en face aussi, donc il n'y a pas de raison en fait, hein. Pour l'instant, il faut remettre une bonne dynamique, il faut marquer des buts et il ne faut surtout pas en encaisser. Oui, c'est ça. Et voilà quoi. C'est aussi ça qui a fait une énorme différence dans la bonne série de l'an dernier, c'est-à-dire qu'on a trouvé un gardien qui a fait 7 clean sheets sur je sais plus sur 12 matchs ou je sais plus. Et ça fait une énorme différence en réalité parce que voilà, c'est clairement quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. On en a fait en début de saison et ça marchait très bien en début de saison. Et évidemment, là, on n'y arrive absolument pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Soit on perd les matchs, soit on fait des nuls, soit voilà, on gagne à l'arrache. Alors bon, je mets Nantes de côté, hein, parce que Nantes, c'est une grosse équipe en difficulté, en grosse difficulté plutôt. Donc voilà, on peut pas non plus dire que tout va bien grâce à ce résultat-là, quoi. Donc il faut pas se voiler la face. On va attaquer les top flops. Alors des tops, ça va aller très vite. Moi j'ai noté Minamino qui a été une des seules éclaircies de ce match-là.
avec un but pour lui, mais beaucoup d'appels et de courses qui ont fait des différences pour libérer les espaces, notamment pour Ben Seguir aussi sur sa grosse action. Voilà, donc pour moi c'est vraiment c'est lui qui est en train de remonter la pente, paradoxalement, alors que toute la saison il a été en dessous des autres. Là pour l'instant, quand c'est les autres qui sont dessous, c'est lui qui remonte. À noter que c'est son 3e but En 3 matchs. en 3 matchs, c'est la première fois qu'il fait ça depuis son arrivée à Monaco. Donc voilà, peut-être que lui pour le coup le match de Nantes l'a libéré. Donc il faut lui souhaiter que ça continue dans ce sens et qu'il finisse la saison en boulet de canon, mais à l'unisson de ses coéquipiers, espérons-le. La dernière fois qu'il avait marqué, c'était contre l'Étoile Rouge le 22 octobre. Tout à fait. C'est incroyable. Et il a mis un doublé, une passe D, je crois. Et là, il a refait la même chose du coup à Nantes, doublé. Non, pas doublé, non, c'est but et doublé de passe D cette fois. Et après, il enchaîne depuis ces derniers matchs, donc je suis d'accord, là, sur une bonne forme. Après, ça reste quand même Minamino, et voilà, c'est pas non plus le joueur qui va faire les grosses différences, on va dire, dans le match, mais s'il continue à scorer, clairement, on va prendre. T'avais aussi un top que tu voulais... Ouais, j'avais envie de récompenser Diatta aussi, parce que c'est vrai qu'on le voit depuis... depuis la dernière confrontation en Ligue des Champions. On a trouvé, on va dire, un joueur qui est déjà qui était pas du tout utilisé depuis le début, on va pas se cacher, un bon soldat qui est toujours là, on va dire, quand il faut. Après, c'est vrai qu'il avait été blessé un petit moment, mais bon, on s'en foutait un peu, quoi, on va pas se cacher. Enfin voilà, c'est comme quand Diop est blessé, on regarde le point médical, on fait ok, bon super. Et puis voilà. Et non, mais après derrière, il revient, il fait des entrées, et là depuis Benfica, donc il est titulaire. Et là, en poste de latéral gauche, il a quand même fait le taf. C'est quand même un joueur qui sait multiplier les efforts, qui sait se mettre, en tout cas, au service de l'équipe. Et là, moi, ça m'a un peu chagriné, c'est que voilà, il était quand même beaucoup disponible. Il était quand même beaucoup sur son côté gauche. À l'image de Anderson, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, si ce n'est la défense lilloise, c'était pas les mêmes défenseurs en face, c'est sûr, mais il était disponible et on lui a pas beaucoup mis de ballon, et en fait, quand on lui a mis un, il a fait une différence et on a pu marquer ce but. Donc voilà, c'était aussi pour ça que je voulais le récompenser. Après, c'est un top tout à fait relatif par rapport au reste de la prestation et par rapport à la prestation collective, parce que c'est clair que ça a été quand même insuffisant, et puis on va pas se cacher, il n'a pas non plus énormément touché de ballon, ne serait-ce que par rapport à Vanderson, c'est 2 fois moins, quoi. Donc, c'est un genre de Nabil Dirar, en fait, Crépin Diatta, on peut le dire. Ouais, on en parlait, c'est vrai. Oui, du coup, disons-le. Après, c'est pas le même caractère, hein. Clairement, on n'est pas sur le mec qui va... Alors, bien qu'il a quand même son petit caractère, à un moment donné, quand même, hein, il a quand même, il va gueuler quand il en a du caractère, pour le coup. Je trouve que même il y a 2 ans, c'était un des rares qui avait un peu ouvert sa gueule. Alors on pouvait toujours dire oui, mais il était pas bon, c'était le protégé de Philippe Clément, ceci, cela. Oui, ok. C'est pas un leader, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est pas un leader, ça reste quand même un joueur, voilà. Mais c'est un joueur qui sait ouvrir sa gueule. Ouais, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a au moins ça pour lui, et de temps en temps pour donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est pas mal aussi d'avoir ce mec un peu capable de gueuler. Alors après, comment ça se manifeste dans le vestiaire, est-ce qu'il le fait vraiment ou pas, ou est-ce qu'il s'écrase par rapport au cadre, ça j'en sais rien, mais en tout cas voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a pas peur non plus de dire ce qu'il pense, et d'un point de vue supporter, quelque part il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, pour citer un autre. Il triche pas, quoi. Non mais c'est vrai, et ça pour le coup c'est une qualité, c'est-à-dire on peut le trouver plein de limites, de défauts dans son jeu, etc., en tant que joueur. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui se cache, ça a jamais été le cas, il triche pas, il joue là où le coach le met, il dit rien en plus, il bronche pas, je veux dire, il pourrait se plaindre de pas jouer, il pourrait se plaindre de pas jouer à son poste, non, il est exemplaire. Voilà, donc franchement, il y a aucun reproche à lui faire à ce niveau-là, donc bravo à lui pour sa bonne attitude. Maintenant, voilà, c'est vrai que, encore une fois, comme moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand c'est ton premier choix, ou en tout cas quand tu fais ce choix-là, alors que tu as tes joueurs valides, c'est quand même au même poste, ça pose quand même problème. Mais il fait une rencontre tout à fait correcte, et comme tu l'as souligné, il y a cette petite différence sur le but qui change pas mal de choses aussi. Enfin, qui change pas la phase du match, en fait, mais voilà, qui amène un but.
Les flops, là il y en a beaucoup, on va passer beaucoup plus de temps sur ça. Ah bon, mais clairement, on va mettre les 10 autres. Les 11 autres. Bon, on peut parler de tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a plus que Ouais. d'autres. Il y en a certains plus que d'autres. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'on peut quand même évidemment mettre en premier Wilfried Singo, voilà, qui enchaîne les boulettes depuis son retour de blessure, donc de cette semaine en fait. Il y a un... Alors, je vais pas dire il y a un problème avec lui, mais est-ce que on a vu passer des rumeurs de départ, enfin en tout cas des envies de départ. En soi, ça me surprend pas. C'est un bon défenseur, c'est un bon joueur, donc c'est normal qu'il puisse prétendre à un club plus huppé pour la suite de sa carrière, pas de souci. Au bout d'un an et demi, ça me fait un petit peu mal de voir ce joueur qui a déjà envie de partir. Maintenant, est-ce que c'est vraiment de sa faute aussi, tu vois si on lui vend le projet comme tel, à savoir si t'es bon, on sera un tremplin. Bon, on peut pas en vouloir aux joueurs de penser de cette manière. C'est aux dirigeants qu'il faut en vouloir en réalité. Et c'est à partir de combien de saisons du coup que c'est valide? Parce que... mais je me dis quand même, ce serait bien qu'il y ait au moins, je sais pas, 3 saisons, quoi. Tu vois. Comme un Dissassi, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, un Bernardo, par exemple. Voilà, moi, pour un défenseur, en tout cas. Ouais, pour un défenseur, ouais. je trouve ça crève moins l'écran. Parce que Akliouche, par exemple, on l'entend, mais toutes les semaines, il n'y a pas un mec qui dit Akliouche au PSG, Akliouche je sais pas où. Ouais, mais j'aimerais bien qu'Akliouche fasse une saison de plus, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est tout con, hein, mais... Alors, c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment con, mais tu vois, t'as la barre symbolique des 100 matchs. Eh ben, lui, s'il joue tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, il y sera pas. Il sera à 92, 95, un truc comme ça, je crois. C'est con, hein. Mais tu vois, quand t'as eu des tocards comme Jacobs, parce que j'en vois beaucoup regretter Jacobs, mais bon, faut pas oublier que pendant 4 ans, on lui a craché à la gueule, hein, et tout le monde, hein. Je veux dire, pas que nous, parce que encore que nous, on n'a pas été peut-être les plus véhéments, mais beaucoup, quasiment 99% des supporters lui ont craché dessus, donc à un moment donné, il faut arrêter de retourner sa veste comme ça. Mais quand on voit des tocards comme Jacobs qui ont dépassé les 100 matchs, et que tu vois un mec comme Akliouche qui est bon, tu vois, qui dit rien en plus aussi, lui aussi pareil, il joue, il la ramène jamais, enfin il fait pas de bruit, tu vois, tu vois sa progression, ça fait super plaisir, c'est un garçon du club, t'as envie de le voir au moins franchir, enfin moi j'ai envie de le voir au moins franchir cette barre symbolique, tu vois, c'est des 100 matchs, il va partir avant, parce qu'il partira cet été, a priori, je vois pas comment il peut en être autrement. Surtout s'il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est aussi un gros danger, attention. Voilà, ça me fait un peu chier. J'aimerais voir Akliouche faire une 3e saison à Monaco où il confirme vraiment, quoi. Après, le marché, ce qu'il est récemment, on n'a pas non plus eu des grosses ventes. Hein. Là où on avait beaucoup d'espoir, par exemple, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas un peu d'espoir sur des Fofana, des trucs comme ça, on voit comment ça s'est fini. Ouais. Donc bon, on peut espérer non plus Fofana, que ce soit le pas... problème c'est qu'il lui restait qu'un an de contrat aussi. Oui, mais voilà, mais après, je veux dire, on n'a pas récemment fait des énormes ventes, en tout cas, c'était surtout c'était pas trop des cracks, quoi. Le dernier en date, c'est Tchouaméni, quoi, au final. Et puis Singo, là, je viens de regarder, il est à 50 matchs à peine. Ouais. Oui. Donc c'est vrai que bon, ça fait tôt. Ça fait tôt quand même. Oui, et puis bon, encore une fois, le problème c'est que si les joueurs se permettent de penser d'aller ailleurs, enfin comme ça, de s'afficher, d'avoir envie d'aller ailleurs, c'est parce qu'aussi on leur permet, tout simplement. Ouais. Et si on leur permet, c'est que c'est un problème institutionnel, un problème de club, un problème de dirigeant. C'est pas un problème de joueurs. Si aux joueurs on leur dit, si c'est comme au PSG, hein, si on leur dit, qui part du PSG en vrai, personne. Hein, du PSG ou d'un autre club, un autre grand club. Ouais, mais je pense au PSG parce qu'au PSG, c'est vraiment les mecs restent très longtemps, sauf quand ils sont exfiltrés ou alors quand ils partent libres comme Mbappé. Mais voilà, personne ne. Il y en a quand même. Hein. En fait, il y en a des joueurs de passage, mais tu sais qu'ils sont là pour le. Enfin, tu vois, genre un Marco Asensio, voilà, c'est ça. Des mecs, des mercenaires, des mecs comme ça. Après, tu vois, t'as les mecs. C'est la franchise PSG, quoi. Là, tu sens que par exemple des mecs comme Barcola, comme comment il s'appelle, le Désiré Doué et tout, tu sens que c'est des mecs qui vont rester parce que ils vont performer, c'est des jeunes joueurs, sauf s'ils se plantent, sauf si ça marche pas, et à ce moment-là, mais s'ils se plantent pas, il y a pas, je veux dire, un mec comme Doué pas prêt de partir à mon avis. On rappelle le tyran
You're bullying everyone. Don't bear. Vas-y, c'est le moment. Ouais. Oui, c'est vrai. Jean-Pierre, je quitte cet appel. Parce que lui, il m'a vraiment fâché. Ouais. Et là, dans tout ça, d'ailleurs, je me dis, dans cet appel, il y avait quand même il y avait un président de Monaco, du coup. Alors, qui c'est qui... Alors, il y avait Sartori. On l'entend pas parler, bizarrement, dans tous les trucs où ça a fuité. C'est vrai que... Alors, d'un côté, je suis partagé entre deux positions, à savoir, est-ce que on a vraiment envie d'avoir nos dirigeants se mêler à cette bataille de chiffonniers? Parce que franchement, c'est ni plus ni moins en plus que c'est deux poissonniers qui se... Clairement, je me dis, j'ai pas super envie, mais en même temps... Ça nous concerne quand même pas mal, ça pour un club qui n'a pas de revenus autres que ça, quoi. Que les droits télé et les transferts, enfin, comme 95% des clubs français, j'ai envie de te dire. Ouais, bah, nous encore pire, en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que sur cette question-là, plus largement, au-delà des échanges qui sont sortis sur la vidéo, qui nous a tous bien fait rire, sur tous les échanges, et là je parle vraiment du papier dans l'équipe, sur tous les sujets ou quoi, à aucun moment on a l'intervention d'un dirigeant monégasque. Alors je crois que Thiago Scuro devait y être aussi, j'ai l'impression d'avoir vu son nom. Donc si les deux étaient là, peut-être qu'aucun s'est exprimé. En même temps, vu qu'il serait obligé de s'exprimer en anglais, et ça fait chier Jean-Pierre Caillot. Alors, là aussi, le mec a quand même fait une sortie lunaire sur ça. Je peux comprendre que les gens doivent faire un effort de parler français, ça me semble logique aussi, quelque part, mais de là à les rabrouer de cette façon, c'est quand même parfaitement déplacé et un manque d'élégance. Mais bon, Jean-Pierre Caillot, en même temps, l'élégance, c'est pas son on va le voir qualité, la semaine prochaine. Là. On va le voir la semaine prochaine. On se rappelle d'ailleurs, c'était pas lui d'ailleurs quand il y avait eu la guerre ou c'était Bordeaux, je sais plus, la guerre, le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine et qui avait voulu faire une minute de silence, enfin qui avait retardé l'entrée de ses joueurs, ou je sais pas, il y avait eu une histoire, c'était une initiative personnelle. Bon, non mais voilà, tu vois, c'est bon, on est quand même pas non plus sur. Bref. Mais bon, oui, effectivement, ça me pose aussi problème parce que, en tout cas, ce qui pose problème, c'est que ça donne l'impression que Monaco n'existe absolument pas sur la scène nationale, ou en tout cas qu'on n'est pas représenté, qu'on a des mecs qui... Alors, Scuro... Insignifiant, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement, c'est ça, c'est le terme, c'est insignifiant. On n'a aucune présence. Je pense que Vassiliev, c'était quand même pas ça. On peut lui reprocher plein de choses, mais à mon avis, c'était quand même autre chose. Je parle même pas de Campora. Alors lui, c'était quand même un des tauliers, quand même. C'est quand même quelqu'un qui faisait fermer sa gueule à Jean-Michel Aulas. C'est pas non plus... Donner à tout le monde. Voilà. Donc, voilà, ça me pose aussi problème, quelque part. Donc... Mais bon, après on n'était pas à la réunion et on peut pas savoir tout ce qui s'est dit sur s'ils sont intervenus sur certains points ou non, malheureusement. Mais bon, on verra le complément d'enquête aussi quand il sortira. Yes. Et on était sur les flops. On était sur les flops et je crois qu'on a à peine parlé du match de Singo en réalité. Mais bon, vous l'aurez compris, Singo est dans les flops. Oui, et puis donc il a donné ce but et à part ça, bon, ça reste quand même un match relativement tranquille, j'ai rien à reprocher à part ça, mais en fait c'est déjà trop, quoi. Donc au bout d'un moment, voilà, faut arrêter de faire des erreurs et puis retrouve ton niveau d'abord avant de penser à ailleurs et puis voilà. Oui, mais parce que voilà, au bout d'un moment, les matchs, les recruteurs les voient aussi. Alors, je veux dire, Singo, ok, on est tous impressionnés par ses capacités athlétiques, ses interventions défensives à la limite de la bourrinitude, quand même. Mais quand même, il y a quelque chose qu'on pointe du doigt depuis quelques temps, c'est que c'est quelqu'un qui mériterait d'ajouter un petit peu de réflexion, parfois, à son jeu. Un petit peu de discernement dans certaines interventions, ce qu'il a encore du mal à faire. Et voilà, c'est un peu trop facile, des fois. Ouais, et c'est encore sanctionné sur les matchs de plus haut niveau, donc attention. Voilà. Ça, les recruteurs le voient aussi. Donc, il a des qualités, il est encore jeune, il a 24 ans, si je dis pas de bêtises, donc il peut encore largement se développer et s'améliorer, il n'y a pas de souci, il a d'énormes qualités. Mais attention. Voilà, il ne faut pas non plus qu'il soit trop facile ou qu'il se dise que c'est bon, le physique, ça suffit. Après, un autre flop, du coup, qui était directement impliqué dans ce but, c'était Zakaria, forcément. Qui,
si c'en était sorti, on aurait peut-être moins ajouté de crédit, on va dire, à cette erreur de Singo, mais c'est vrai que derrière, on a quand même Zakaria qui fait un peu n'importe quoi dans la surface avec ce ballon. Même si à un moment donné, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui aurait dû voir que ça puait quand même et qui aurait dû peut-être balancer ce ballon. C'est ce qu'il a essayé de faire après, mais il glisse. Après, voilà, ouais. Mais oui, effectivement, voilà. Puis il prend encore un jaune bête. Alors je dis pas, il est sévère. Pour moi, il n'y a rien. J'ai pas revu, mais pour moi, ça avait l'air sévère. John. Ouais. On va faire comme l'OM aussi. On va dire qu'ils sont corrompus et que dès qu'il y a la Super League, dès qu'il y a la Super League qui appelle, on y va direct. Mais non, mais ouais, après, je suis d'accord, le jaune est sévère. D'un autre côté, il n'a pas non plus à faire faute à ce moment-là, parce que il n'y a pas faute. En fait, pour moi, il n'y a pas faute. Mais... Il y a quand même, à un moment donné, volonté de jouer le duel et il est un peu en retard. Donc, à partir de ce moment-là, ça fait faute parce que le joueur allait partir. Voilà. Ouais, je peux comprendre, mais bon. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, il peut pas se prendre un jaune par match, quoi. Enfin, chaque fois. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait quasiment là, ces derniers matchs. Il a pris jaune contre Serre, il a pris jaune contre Nantes et donc il sera suspendu contre Toulouse. Voilà. C'est terrible en fait de prendre autant de jaunes pour un joueur, pour moi qui a de l'expérience en fait, qui devrait pas faire ça. Et je pense même que dans les autres clubs où il était, il en prenait pas autant. Donc c'est bizarre, quoi. Je comprends pas trop. Et puis en plus là où c'est un joueur quand même qui est, je sais pas, c'est impressionnant sur le terrain quand même, qui a des sacrées pattes, qui peut gratter des ballons, qui est techniquement assez. Est-ce qu'on peut dire que la mauvaise forme aussi de Monaco, elle est liée aussi à la mauvaise forme de Zakaria, parce que en ce moment, c'est des deux milieux, des deux milieux, parce que là, en fait, je me souviens qu'on avait vu une stat Zakaria Camara, c'est avec cette paire-là qu'on avait pris le plus de points. Là aujourd'hui les deux étaient pas au niveau attendu en tout cas. Camara clairement ça fait partie des flops aussi. Là c'est le troisième flop, du coup ça enchaîne bien sur ça, c'est que troisième parce que moi j'en ai encore d'autres. Ouais. En tout cas mon troisième flop, mais c'est vrai que lui il m'a très énervé. Là un Camara, pour moi j'avais pas grand chose à lui reprocher depuis le début de la saison. En plus c'était un bon tireur de coup de pied arrêté. Il était il savait en tout cas gratter des ballons et aussi amener aussi cette touche un peu offensive aussi qu'il a dans sa palette. Et derrière là je l'ai vu aujourd'hui, mais nonchalant, perdre des ballons mais complètement c'était lunaire ces réactions qu'il avait juste après avoir perdu ses ballons. Donc et en plus derrière on voyait qu'il s'en foutait, quoi. Donc je me dis, vas-y, ok, c'est pas grave, on refait pas les défensifs. Un match de vacancier, comme tu l'as qualifié. Voilà, un match de touriste, un match de vacancier. À chaque fois, c'est pareil. Et encore une fois, et moi, j'insiste vraiment sur quelque chose. Il se battait pas dans les duels. Je comprends pas. Vraiment, je comprenais pas. Moi, j'insiste vraiment sur quelque chose concernant le match de Camara, c'est que, en fait, même s'il est loin de la zone de vérité, à chaque fois, il est impliqué sur les buts. Parce que c'est lui qui... Par son absence ou parce que... Non, parce que au départ de l'action, sur le premier but, après la touche, c'est André, il le laisse passer, il fait une roulette, il le laisse complètement passer, il fait rien, et puis en plus après, il lève les bras. Et sur le deuxième, quand David démarre l'action, pareil, au niveau quasiment de la ligne de touche, il met le pied, mais de façon extrêmement molle, extrêmement nonchalante. Donc en fait, David a le contre-favorable, parce que l'autre n'y va pas. Enfin, il est apathique. Et il a un rôle clé en mais plus. S'il y va un petit peu au mastic, s'il va un peu plus durement, je pense que David n'a pas le compte favorable. Et le ballon, tu le récupères. Ou en tout cas, l'action ne se poursuit pas. Donc après, ok, il y a l'erreur de Singo, ceci, cela, mais... Les occasions partent de là, quoi. C'est sûr. Voilà, au départ, à chaque fois, il est là. Et parce qu'il n'est pas impliqué, parce qu'il ne met pas d'intensité dans ce qu'il fait, ça t'amène les situations qui suivent. Donc, je pense qu'il faut vraiment insister. Pour moi, clairement, il faut insister là-dessus. Et c'est pour ça que Camara est un gros flop sur ce match pour moi. Et c'est un problème de mentalité, là. Pour le coup, on le voit, et c'est pas niveau ou quoi que ce soit. C'est vraiment qu'ils n'ont pas cette mentalité de vainqueur, quoi, qu'ils devraient avoir. Ouais. Deux autres flops quand même, faut pas les oublier. Nos offensifs, Ben Seguir et Akliouche. Alors Akliouche, lui, on l'a absolument pas vu. Voilà. En première période, Casper, total. En seconde période, il a joué un petit peu plus bas. On a retrouvé un peu le milieu de terrain comme on avait à Benfica, avec Ben Seguir et Akliouche un peu plus dans le cœur du jeu. Ils ont touché un peu plus de ballons, mais bon, ça a pas. Finalement, Akliouche n'a fait aucune différence. Et le Ben Seguir, alors lui, est techniquement catastrophique. Il a quasiment tout raté,
plus son action en plus, son énorme occasion à la demi-heure. Ouais. Donc voilà, énormément de déchets pour Ben Seguir et voilà, inexistant à Cluj. Voilà. C'est dommage, hein, c'était un match où il fallait confirmer aussi par rapport à ce qu'ils avaient montré contre Benfica, où ils avaient vraiment été très bons, je trouve. C'était aussi un gros match hein, contre Lille, sauf que là, ils n'ont pas réussi du tout à confirmer. Donc c'est un peu embêtant. En fait, c'était frustrant en plus, parce qu'avec Liouche, d'habitude, là où tu le vois faire des différences, il en faisait pas. Et Ben Seguir, quand il s'agissait de mettre quelques crochets, à un moment, c'est passé une fois ou deux, et il a failli obtenir un penalty à un moment. Alors, je sais pas trop ce qu'il y avait, tout ça, mais je me dis, à un moment donné, il arrivait quand même à faire des différences. Oui, effectivement, cette action-là. Malgré qu'en fait, Ouais. il arrive jamais à contrôler un ballon, il les laisse toujours. Enfin, c'est comme Mbolo, à chaque fois, tu lui fais des passes, il arrive jamais à contrôler, elle est trop loin, et à chaque fois, on se fait prendre la balle. Enfin, bref, c'est plein de trucs comme ça. Et en fait, il m'énervait dans ce sens-là, mais tu sens quand même qu'il est capable de lumière de temps en temps, ce genre de moment-là, et en fait, ça n'arrive pas, ça va pas au bout dans tous les cas, donc ouais, c'est dommage. Mettre aussi 8 heures dans les flops. Hein. Oh oui, on peut Voilà. tout mettre. Hein. Bon, Sachant même, que ces il y en a qui changements n'ont rien mettaient. changé. Je sais que dans l'équipe, ils ont mal noté aussi Maeski. Bon, il en prend 2, mais au final, bon, Ouais. qu'est-ce Oui. qu'il a vraiment à se reprocher Non, les 2 buts je lui mets la moyenne, moi. Voilà, je pense Juste la moyenne, pas plus, parce qu'il n'y a pas comme d'arrêt. Biret qui fait quand même sa passe D, malgré qu'il est complètement Ouais, fantomatique tout le temps, il est quand même décisif encore une fois. Et on oui, va et le puis mettre bon, sur le hormis son lob, il y a quand même 2 bonnes choses en première période sur Biret, c'est quand ils essaient de le trouver en profondeur, que ce soit Vanderson Oui. ou Diatta, à un moment donné, avec des longs ballons. Et Ouais. c'est là que je me suis dit, c'est vrai que sur ce match-là, enfin sur ce début de match, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à tenter dans le dos d'Alexandro, notamment, Mm. dans carrément. cette gestion de la profondeur, mais on n'a pas plus insisté que ça ensuite. Alors est-ce que Lille aussi a un petit peu rectifié le tir On a senti enfin, là, je regardais à la fin des actions, ce que j'aime bien quand on est au stade, c'est qu'on voit la réaction de tous les joueurs et qu'ils étaient tous là justement à pester, à dire mais pourquoi t'as pas couvert, machin et tout. Enfin, en gros, c'était vraiment ça. Il y avait quelque chose à régler au début au niveau de la profondeur, effectivement. Mais ouais, ils ont dû régler, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et puis bon alors c'était intéressant, c'était un tweet de Vivien Seyé, là, journaliste de Nice Matin, qui relevait quelque chose. Alors je sais pas comment ça s'est passé en conf de presse, je sais pas si lui-même y était, mais il dit quand même, Utah répète à plusieurs reprises ces dernières semaines que le duo Mbolo et Linikina ne fonctionne pas, mais les lance ensemble ce soir pour renverser le match. Donc le changement, je crois, 60e. 66e. Non mais c'est vrai que c'est assez paradoxal, c'est-à-dire pourquoi tu lances les deux d'un coup, pourquoi tu n'en lances pas qu'un seul pour faire équipe avec Biret, du coup... si tu penses que ça marche mieux, mais si tu répètes effectivement que les deux ne fonctionnent pas, pourquoi à ce moment-là du match tu fais ce double changement? C'était même un triple changement, mais en tout cas tu fais ce double changement et tu changes Biret et tu mets les deux attaquants là devant comme ça. Ouais, c'est pas cohérent en fait avec ce que tu expliques depuis le début. Donc, Et Mbolo, Biret, ça a donné quoi au final, la doublette ils ont déjà été à deux Ouais, c'était contre l'Aller Benfica. Ouais, je crois, ouais, ou contre. Ah oui, l'Aller Benfica, ouais. Ouais, mais du coup, on n'a pas eu le temps de voir. Ouais, bon, c'était pas forcément, mais moi, moi, je pense que oui, ça peut fonctionner parce que t'as un Mbolo qui va jouer un petit peu plus bas, un peu plus comme un numéro. Quand tu pèses sur les défenses et que derrière t'en as un qui peut partir en profondeur, ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Moi, je pense que ça aurait pu être une solution. Après, j'ai pas compris effectivement pourquoi les deux, du coup, Nikena et Mbolo sont rentrés au moment où justement nous on était en mode attaque-défense et qu'on avait une défense regroupée derrière. Et puis Linikena, alors il est jeune, hein, on va pas trop. Mais techniquement, Linikena, c'est quand même très mauvais. Hein. Ouais. Très 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 mauvais. Hein. Il rate tout. Hein. Puis heureusement qu'il marque des buts de chatte un peu en tirant sur le gardien. Alors ça c'est. J'en reviens pas quoi. C'est fou, hein. C'est qu'il fait toujours la même chose. Et à chaque fois, non seulement il chie ses frappes, mais le gardien se chie aussi. C'est un truc, il a une aura, il a quelque chose. Ouais, c'est un miracle permanent. Bref, bon. Et il est jeune, on va lui laisser l'opportunité de progresser, bien sûr, hein, mais pour l'instant, bon, pas super convaincu. Bon voilà, en tout cas ce qu'on pouvait dire de ce match contre Lille, une défaite qui nous fait plonger au classement, donc on est 5e, donc on est alors
pour faire le point, on est à 1 point de Lille, qui est donc pris provisoirement la 3e place. On rappelle que Nice va jouer contre Montpellier cet après-midi, donc a priori, je pense que ça devrait être une victoire, donc il devrait être à 3 points devant nous, normalement. Marseille qui a perdu contre Auxerre, qui a pris une bonne branlée contre Auxerre 3-0, ça fait plaisir. Voilà, c'est la petite satisfaction du week-end, on va pas se mentir. Marseille est à 6 points devant. Voilà, bon, ils sont plus occupés en ce moment par leurs histoires de corruption que de... Donc voilà, mais donc bon, c'est clair que ça pue un petit peu. Alors Lyon est à 4 points derrière, 6ème. Eux, ils jouent contre Paris, ce qui nous arrange un petit peu, on va pas se mentir. Parce que ça permettra de... Probablement, en tout cas on l'espère, de les laisser à distance. Mais oui, voilà, Monaco 5ème et Monaco pas forcément bien placé, même si on joue encore contre Marseille, on jouera encore contre Nice et on jouera encore contre Lyon. 3 équipes qu'on recevra en plus, donc vu qu'on est sur 6 matchs sans victoire à l'extérieur, on va espérer que justement ça nous permette de nous retaper à ce moment-là. Et peut-être, qui sait, de retrouver des couleurs. C'est tout ce qu'on peut. C'est tout ce qu'on peut espérer. Bah ouais. Voilà. Ah oui, y a les pronos. Les pronos, effectivement. Donc, il faut dire à Rome qu'il a gagné quand même. Parce que... Rome a effectivement eu le bon prono, puisque il avait mis une défaite de Monaco contre Lille. Et Flo n'avait pas le bon prono, il avait le bon score, enfin il n'avait pas le bon score non plus en fait, le score était inversé. Donc du coup il avait mis 2-1 pour Monaco, et donc forcément c'est un échec, puisque c'était 2-1 pour Lille. Voilà, on retrouve des couleurs sur cette fin de débrief. On va faire nos petits pronos pour Reims, du coup Quentin. Ouais, moi j'hésitais entre 3 pronos. Mais je vais faire comme toi, comme ça je vais dire que j'ai des demi-points si ça passe. Non, parce que déjà j'ai vu que Reims, c'était pas la folie, hein. Déjà on va pas se cacher, 4 défaites, 4 derniers matchs, 4 rouges sur les 4 derniers matchs. Donc est-ce que cette fois ce sera à nous de prendre un rouge pour bien nous gâcher un match? Non, je pense qu'on va quand même se revenir un peu, puis à l'image de ce que tu disais tout à l'heure, un petit Biarritz sur une équipe de bas de tableau, on sait que ça peut faire des étincelles. Du coup, mon prono, ça va être un double prono, assez relativement. Alors ça, on peut dire que ça va. Voilà, c'est pas non plus très se mouiller, mais déjà, je dirais Biarritz buteur. Je veux pas dire qu'il a mis un triplé quand même. On va se calmer, même si ce serait pas mal. Et que il va être titulaire aux côtés d'Embolo. Ok, pas de triplé pour Biarritz? Non, pas de triplé. Peut-être un demi-point s'il met un triplé, mais. Ok. Donc titulaire avec Mbolo et un but. Ouais. Au moins. Hein, au moins, ouais. Au moins, ouais. Quant à moi, petit prono, on relance Reims. T'es pessimiste. Voilà, donc nul ou défaite. Alors, est-ce que c'est vraiment une relance de faire un nul contre nous, peut-être, du coup, on peut se dire que... Ouais. 4 défaites d'affilée, te dire... Après, Reims joue en Coupe de France contre Angers, si je dis pas de bêtises. Cette semaine, il joue, peut-être. C'est ça, il joue. Alors, je sais pas s'il joue mardi ou mercredi. Il joue mardi, voilà. Il joue à Angers. En plus, il se déplace, ouais. Donc, du coup, par exemple, c'est vrai qu'ils ont eu 2 expulsés là contre Rennes vendredi. Alors la deuxième expulsion, elle était anecdotique, c'était un jeune qui joue jamais, donc mais la première, c'était Kipré, qui pour le coup est un des titulaires en défense centrale. Il va purger son match contre Angers, a priori, et à moins que la commission de discipline lui inflige plus qu'un seul match. A priori, il sera de retour du coup contre Monaco. Donc on n'a même pas ça pour nous. Mais bon, terrible. J'ai envie de dire, on devrait quand même être capable de battre une équipe de Reims aux abois. Mais comme on ne les a pas battus une seule fois cette saison sur 2 rencontres, le doute est permis. Clairement. Voilà, donc du coup on va se quitter sur ces belles paroles.
Merci Quentin, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on vous dit à bientôt. On vous dit pas à la semaine prochaine pour un nouveau débrief, vu notre forme erratique du moment à ce niveau-là. Nous aussi, il faudrait enclencher la dynamique, mais bon, comme Monaco, on sait pas si ça sera enclenché. Donc voilà, à bientôt. Allez, à Dagebunegu, ciao ciao. Et bisous.